quels sont les cours que vous avez vus ce trimestre en immunologie? Surtout les techniques, les techniques immunologiques, surtout l'immunopathologie, surtout les réactions d'hypersensibilité. Donc votre programme en immunologie, il est divisé en trois. La première partie, c'est l'immunologie fondamentale, surtout les bases biologiques de l'immunologie. La deuxième partie, c'est les explorations. Vous avez vu un peu superficiellement quels sont les types d'explorations qu'on peut utiliser en immunologie et quels sont leurs fins. Vous allez faire l'immunopathologie. Quel est l'intérêt de l'immunologie clinique? Et c'est la partie la plus importante. L'exploration, on va la voir un peu à l'intérieur. Le plus important, c'est l'immunologie clinique que vous avez commencé à aborder ce trimestre et que vous allez continuer à aborder lors du prochain trimestre. Je ne sais pas comment c'est organisé. Bon, les questions, informations et illustrations contenues dans ces présents diapositives sont tirées de différentes sources cytographiques et bibliographiques. J'ai évité de tout citer, l'essentiel, voilà, que vous verrez, les informations différentes sources. Certaines planches vont réorienter le lecteur vers l'abrégé d'immunologie, manuel que vous pourrez demander à l'auteur. Donne les informations. Bonjour. Donc, vous pouvez l'utiliser pour revoir la source complète. On attaque directement. Juste les réactions d'hypersensibilité. Les réactions d'hypersensibilité sont divisées en 4. On est d'accord? Bon, c'était vous essayez de manifester votre présence. D'accord? En disant oui, non, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? D'accord? Donc, vous avez chacun un type d'hypersensibilité. 4, très bien. Eh bien, il y en a qui les divisent en 5, pas en 4. Les anglo-saxons ont un cinquième type que nous verrons tout de suite. Donc, on a 4 types d'hypersensibilité selon la division de et gène. Très bien. Bon, la division, il faut savoir que pour diviser quelque chose, pour faire une répartition, il me faut des caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques à partir desquelles j'ai pu diviser la réaction d'hypersensibilité? Très bien. Principalement à partir de la chronologie de l'apparition des signes et des symptômes cliniques. Donc, le type 1, c'est la réaction anaphylactique. Chaque type, il a ses caractéristiques. On a le type 1, le type 2, le type 3 et le type 4. Le type 1, c'est anaphylactique. Le type 2, cytotoxique. Le type 3, à complexe immun. Le type 4, retardé. Chacune de ces nominations est une caractéristique de ces réactions. Le type 1 est dit anaphylactique. Au cours de la réaction d'hypersensibilité de type 1, on a des réactions anaphylactiques, qu'on verra tout de suite. Le type 2, il sera des réactions cytotoxiques, c'est-à-dire qu'il y aura une toxicité cellulaire, c'est-à-dire qu'il y aura des cellules qui seront détruites. Le type 3 a complexe immun, c'est-à-dire que pour avoir une réaction d'hypersensibilité de type 3, il me faut la création, la formation de complexe immun. Un complexe immun est construit est une combinaison entre un anticorps et son antigène spécifique. Très bien. Type 4, retardé. Retardé, là, c'est une spécificité, là, c'est une caractéristique complètement chronologique. Maintenant, l'apparition des signes cliniques est très retardée relativement par rapport aux autres types d'hypersensibilité. Donc, grosso modo, on a divisé les réactions d'hypersensibilité. Et d'abord, il faudrait savoir ce qu'est une hypersensibilité avant de les diviser en 4. Qu'est-ce qu'une hypersensibilité? Très bien. Une hypersensibilité est une réaction immunitaire, puisqu'on est dans l'appareil immunologique. C'est une réaction immunitaire qui est exagérée. Pourquoi elle est exagérée? Parce qu'elle est réalisée ou elle est conduite contre un antigène ou un corps étranger qui est normalement non nocif, qui est normalement toléré. Donc l'organisme n'est pas censé conduire une réaction immunitaire contre ce corps. Pourquoi? Parce qu'il est non nocif. Très bien. D'accord, on en parlera. Je viens de vous voir. Très bien, donc on continue. Très bien, donc c'est des réactions d'hypersensibilité. L'organisme est sensible à des organismes qu'il n'est pas censé attaquer. Très bien. Le type 1, on a les anticorps théo, il est médié par des anticorps. Les anticorps, on a les IgE. Les IgE, vous les avez vus au premier trimestre sur les caractéristiques des HAM. Quelle est la spécificité des IgE par rapport aux autres anticorps? Quelle est la caractéristique, pardon, je viens de dire une faute, quelle est la caractéristique des IgE par rapport aux autres
immunoglobulines, pas anticorps. Il faut savoir que immunoglobuline n'est pas égal à anticorps. Quelle est la différence entre une immunoglobuline et un anticorps? L'anticorps est la forme circulante d'une immunoglobuline. L'immunoglobuline peut être circulante comme elle peut être fixée à la membrane. Le BCR n'est pas une immunoglobuline, c'est une immunoglobuline, mais on ne peut pas dire que le BCR est un anticorps. Le BCR est une immunoglobuline fixée à la membrane cellulaire des LP. Donc il y a une différence. Très bien, la grande ou l'hyperfamille des immunoglobulines. Elle comprend plusieurs types de récepteurs, dont les HLA par exemple. C'est des immunoglobulines. Très bien. Ah. Donc, les IgE. Quelle est la caractéristique des IgE? La plus courte. La concentration qui est très faible et la durée de vie, elle est longue ou courte? Les IgE, elle est très courte. Très bien. Donc, et les anticorps, ce n'est pas la peine de détailler les caractéristiques des IgE. L'essentiel, vous les connaissez, vous les avez vus. L'antigène, il est exogène, c'est-à-dire qu'il n'est pas interne, qu'il n'est pas intrinsèque à notre organisme. Déjà, c'est la première caractéristique. Puisque l'antigène est exogène, qu'est-ce qu'on va exclure? Excellent. Les réactions auto-immunes. L'hypersensibilité de type 1 ne comprend pas de réaction auto-immune, puisque l'antigène il est exogène. Je dois avoir un antigène exogène qui est externe, qui est étranger à mon organisme pour réaliser une réaction de type anaphylactique. Je ne peux pas avoir une réaction anaphylactique avec un antigène endogène. Donc les réactions anaphylactiques ne sont pas des réactions auto-immunes. Il aime le QCS ou le QCM. Les réactions anaphylactiques sont des réactions auto-immunes. C'est faux. Très bien. Aspect, papule et érythème, ce sont des caractéristiques cliniques. Même bien les aspects, ce n'est pas le seul aspect. On peut avoir des papules et des érythèmes qui sont des spécificités ou des symptômes cliniques cutanés. Là, on a décrit des symptômes cutanés, on peut en avoir plusieurs. Surtout l'œdème de Quincke, par exemple. Très bien, c'est aussi une manifestation d'anaphylaxie. On va voir comment ça se passe. L'histologie, elle est caractérisée par la présence de mastocytes et d'éosinophiles, qui sont des cellules immunitaires, chacune avec ses caractéristiques, transférées par des anticorps. Pourquoi? Parce qu'elle est médiée par des anticorps. Exemple, l'allergie, le rhume des foins. Voilà, c'est des réactions allergiques. Très bien. Le type 2, donc on va y aller rapidement. C'est des informations qu'on doit connaître. On ne va pas tout expliquer. Non, les IgG et les IgM, donc la première différence, c'est une différence entre le type 1 et le type 2. L'antigène, c'est la surface cellulaire. Et là, il faut faire très attention. Pour réaliser une réaction d'hypersensibilité, je dois avoir un antigène qui est fixé à la surface cellulaire. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'elle était une réaction dite cytotoxique. Il doit y avoir une toxicité cellulaire pour dire qu'elle est de type 2. Et c'est là que les anglo-saxons ont ajouté un cinquième type. Parmi les réactions de type 2, certaines réactions n'induisent pas de cytotoxicité, mais une modification de la fonction cellulaire, qu'on va voir tout de suite. Donc, non, ça c'est pas du type 2 parce qu'il n'y a pas de cytotoxicité cellulaire, il n'y a pas de destruction cellulaire, on doit ajouter un cinquième type. On va le voir, mais vous allez considérer ça comme un type 2. Donc, je finis le type 1, donc on a le type 2. Le type 2 il est médié par des IgG et des IgM. Pour être réalisé, la physiopathologie doit comprendre une fixation d'un anticorps qui est de type IgG ou IgM sur une surface cellulaire. Très bien. Le temps de réponse il est un peu plus long que le type 2. L'histologie elle comprend des anticorps et du complément. Le complément, on a même bien les voies d'activation du complément, c'est les IgG et les IgM. Transférés par des anticorps toujours de type IgG et IgM. Exemple, anémie hémolytique, maladie de goût de pasture. Pour chaque type d'hypersensibilité, on va voir un exemple pour comprendre la physiopathologie. Le type 3, à complexe humain, IgG, IgM. L'antigène, il est soluble. Le complexe humain, je peux avoir un complexe humain par fixation d'un anticorps sur son antigène qui est fixé à la surface cellulaire. Pour le type 2, c'est ce qui se passe. Mais pour le type 3, il faut savoir qu'il y a une différence avec le type 2. C'est la création de complexes humains qui sont circulants. CIC, complexe humain circulant. Et vous voyez qu'il y a une différence entre le type 2 et le type 3. Le type 2, l'antigène, il est fixé à la surface cellulaire. Le type 3, l'antigène, il est libre dans la circulation et il y aura un anticorps qui est
fixés à cet antigène libre et la formation de complexes humains qui vont, eux, déclencher la réaction immunitaire par déposition au niveau tissulaire. Donc au niveau du type 2, j'ai un anticorps qui va fixer à la surface de la cellule. Cette cellule, elle sera détruite et c'est ça la réaction physiopathologique. Au niveau du type 3, non, j'aurai un anticorps qui va se fixer sur un antigène. Le tout va circuler. La circulation de cet anticorps fixé à un antigène, normalement dans les conditions physiologiques, un anticorps qui se fixe sur son antigène, qu'est-ce qui va lui advenir? Il sera soit détruit par le complément, soit transporté, il sera solubilisé ou transporté par les érythrocytes vers le foie, vers le rein, ou il sera éliminé par les macrophages, par la DCC, etc., etc. Très bien. Et là, c'est ici le problème. Il y aura formation de complexes humains, anticorps plus antigènes, qu'on ne pourra pas détruire pour n'importe quelle raison. Déficit du complément, non-reconnaissance, etc., etc. L'essentiel, c'est que j'aurai une formation de complexes humains qui seront circulants, mais qui ne seront pas détruits. Ils ne seront pas détruits, ils vont persister. Ils vont persister, ils vont se déposer. Et en se déposant sur les membranes tissulaires, ils vont induire une réaction inflammatoire in situ, c'est-à-dire au niveau des tissus dans lesquels ils se sont déposés. Et j'aurai une réaction immunitaire qui est inadaptée à cause de la persistance de ces complexes humains circulants. Donc, anticorps, ils se fixent sur son antigène, ils vont circuler, ils ne seront pas détruits, ils vont se déposer au niveau tissulaire, et en se déposant sur les complexes humains, en se déposant sur les en se déposant au niveau des surfaces tissulaires, ils vont induire une réaction inflammatoire et cette réaction inflammatoire va induire la réponse. Est-ce qu'on est d'accord? Donc on a vu le type 1, on a vu le type 2, on a vu le type 3 et on va voir le type 4. Bon, on va terminer avec le type 3. On a les... Non. Non, vous pouvez. Donc, les manifestations cliniques, on a l'érythème, œdème, nécrose. On va voir comment on peut avoir ces manifestations cliniques via la physiopathologie. L'histologie, complément et neutrophile. Et là, il y aura un point à préciser. On a les mécanismes physiopathologiques de la réaction d'hypersensibilité de type 3, le déficit du complément. Très bien. Et on a le déficit du complément, dans la physiopathologie, il doit y avoir du complément. Qui peut m'expliquer comment cela peut être réalisé? Donc, on reprend. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous comprenez? Bon, s'il faut aller moins vite, s'il faut aller plus vite, vous me dites. Hein. Ça va jusque-là? Qui ne va pas? Je connais pas, ça ne va pas. Il faut changer de méthode. Il ne faut pas avoir honte, il faut être pragmatique. Vous êtes... Oui? Non, j'ai une question. Atfadli. Quel est le rôle entre la taille du complexe humain et l'hypersensibilité type 3? La relation entre eux, la taille et... La taille du complexe humain, c'est-à-dire la taille de l'antigène. Oui, et... Pas que l'antigène. Quand il y a un antigène d'anticorps. On va voir ça. La relation entre... Non, vous voulez dire la taille du complexe total. Oui, du complexe total. On va voir ça. Vous avez abordé ça dans la maladie sérique. Et on va voir la courbe de Edinburgh. On va voir ça en détail. Quelle est la relation entre je ne dirais pas la taille du complexe humain parce qu'un complexe humain comprend un anticorps et un antigène. La taille des différents du réseau d'antigènes fixés par des différents anticorps et l'élimination. On va voir. Normalement, j'ai ajouté la courbe. Elle est où? Vous voyez, ne regardez pas les réponses. Ah voilà, c'est celle-là, non? On va voir ça. Il faut accélérer. Hein. De la première planche à maintenant. Allez, ça c'est la plus importante. Donc, on continue par cette méthode. Ça va? Oui, très bien. On avait dit que pour avoir une réaction d'hypersensibilité de type 3, il faut qu'il y ait une anomalie. Parmi ces anomalies, il faut qu'il y ait un déficit du complément qui va induire la persistance du complexe humain. On est d'accord? La persistance des complexes humains va induire une réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire sera médiée, entre autres, par le complément. Comment cela puisse
être réalisé. On a dit qu'on avait un déficit du complément qui allait faire persister ces anticorps. Très bien. Voilà, bravo. Donc ce n'est pas la même voie du complément et on peut avoir, quand on a un déficit en complément, ce déficit, très bien, il ne concerne pas toutes les protéines du complément. Il peut considérer, c'est-à-dire que dans la voie naturelle, j'ai une élimination de cet antigène par cette voie. Elle n'est pas éliminée, il va persister. Il va se déposer dans un tissu. Il y aura une activation d'une autre voie du complément. Et il y aura une réaction inflammatoire qui est inadaptée. Bravo. Est-ce que vous avez compris? Qui n'a pas compris? Très bien. Comme il faut être pragmatique. Vous êtes ici pour en profiter. Celui qui, au minimum, il faut que vous sortiez ici avec au moins 10 nouvelles informations. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. كل واحد فيكم je vais à la fin en fin d'après-midi inchallah واحد فيكم يخرج sinon نلقى لكم هنا الباب il me dit 10 informations on les chitons. Donc vous devez tous avoir 10 informations en plus. Vous avez intérêt. Très bien. Donc transféré par des anticorps puisqu'elle est médiée par des anticorps. Exemple SLE, maladie du poumon d'éleveur d'oiseaux, maladie du poumon de fermier, maladie du poumon d'éleveur d'oiseaux, maladie d'éleveur d'oiseaux, maladie du poumon du fermier. Allez, on va voir. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit parmi les voies, parmi les raisons pour lesquelles, et oui, c'est une très bonne remarque, c'est-à-dire qu'on peut avoir, alors on a les voies physiopathologiques, j'en ai plusieurs. Parmi ces voies, j'ai les déficits du complément. Très bien. Mais la question, mademoiselle, quand c'est une autre raison, la question ne se pose pas. Donc, si j'ai un déficit, si j'ai un autre problème, qui n'est pas en relation avec le complément, c'est-à-dire que j'ai un autre problème, j'ai un autre problème qui va induire la persistance des complexes immuns. Et là, je vais avoir la persistance des complexes immuns circulants et je vais avoir une réaction inflammatoire médiée par le complément. Là, je n'ai pas de problème, puisque le complément, il est présent. Mais la question, la nuance se pose lorsqu'il y a un déficit du complément, puis une réaction inflammatoire médiée par le complément. Sinon, le problème ne se pose pas. D'accord? Très bien. Est-ce que vous comprenez? La mesure comme chez les retardataires. Vous êtes excusés. Allez, il fait très beau. C'est relatif, hein? Est-ce qu'il fait beau ou pas? Le type 4, je n'ai pas d'anticorps. Parce que justement, elle n'est pas médiée par des anticorps. Elle est médiée par une réaction cellulaire. Très bien. L'antigène, il est situé au niveau des tissus et des organes, c'est-à-dire qu'il est fixé, qu'il n'est pas. Mais pourquoi on a des tissus et organes et on n'a pas dit surface cellulaire comme le type 2? Il faut que vous réalisiez chaque différence entre les différents types d'hypersensibilité. Pourquoi? Au niveau du type 4, j'ai dit tissu et organes, et au niveau du type 2, j'ai dit surface cellulaire. Les tissus. L'ampleur, non. Très bien. Parmi les cellules qui sont intriquées, qui sont impliquées dans les réactions de type 2, j'ai des cellules qui sont circulantes comme les globules rouges. Par contre, la réaction de type 4 est une réaction in situ. Donc, oui, il y a aussi des antigènes tissulaires, mais j'ai aussi des antigènes qui sont mobiles. Donc, le type 3 et le type 4, ils ont une relation l'une avec les deux. La 3 avec la 4. Ils ont l'une avec l'autre une relation. La 3 et la 4. Quelle est la relation entre la 3 et la 4? Les deux sont réalisés in situ. Parce que dans le type 3, il faut qu'il y ait déposition des complexes immuns au niveau tissulaire pour que j'ai une réaction. Donc la relation entre la 1 et la 2, c'est quoi? Les deux sont médiés par des anticorps. La relation entre la 1 et la 3, les deux sont médiés par des anticorps. La relation entre la 1 et la 2, bon, on a dit ça. La relation entre la 2 et la 4, dans les deux, j'ai des cellules qui sont impliquées. La relation entre la 3 et la 4, les deux sont réalisées au niveau tissulaire. Donc j'avais besoin d'une classification, j'avais besoin d'une clarification, j'avais besoin de donner des caractéristiques à chaque type d'hypersensibilité pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les explorer, pour pouvoir les utiliser en clinique. Est-ce que c'est clair? Dans votre tête, il y a un schéma, tac, 1, 2, 3, 4 types d'hypersensibilité qui sont différentes par leur chronologie, par les différents médiateurs qui sont impliqués et par les différents aspects cliniques. Toutes ces différences, elle est le résultat d'une différence de la physiopathologie. Est-ce que c'est clair?
J'espère que je suis en train d'enregistrer. Oui. L'exemple test à la tuberculine qu'on va voir tout de suite. Aïe. Phénomène d'hypersensibilité de type 1. On va voir en détail comment cela est réalisé. Allez, voilà sauter. Dès lors, c'est important. Oui, d'accord. Aïe. Bon, le phénomène d'hypersensibilité de type 1 se déroule en 2 étapes. On va lire et on va expliquer les notions importantes par le chic final. La phase de sensibilisation, donc on a dit que la réaction d'hypersensibilité maintenant elle ne nous est pas étrangère, on la connaît, on va voir comment elle est réalisée au point physiopathologique. Si on comprend la physiopathe, on va tout comprendre. Allez, la phase de sensibilisation, blablabla. Là, on a un premier contact avec l'allergène, l'antigène au niveau de la réaction d'hypersensibilité de type 1 et dit allergène. Il dit allergène. Pris en charge, je connais allergique, c'est comme qu'il y a de l'allergie. Vous êtes allergique à quoi? Oh, venin d'abeille. Très bien. Et vous? Les bananes. Ah, attends, moi je comprends. ما تاكليش البانان كامل. Même le yaourt aux bananes. Si. C'est une autre preuve que le yaourt avant banane, ça n'a rien à voir avec les bananes. Aïe. Ne me laissez pas sortir. Premier contact avec l'allergène, pris en charge par les CPA, c'est une présentatrice d'antigène, et présenté aux lymphocytes T, CD4, les LT helper, au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Le cours interaction cellulaire, il est inclus le deuxième trimestre. Et bien voilà, c'est une autre façon de réviser un peu les interactions cellulaires. Il faut les connaître. C'est la base de l'immunologie. Avec le premier cours du deuxième trimestre est la base de l'immunologie. Voilà, donc même les cellules immunitaires sont organisées dans une société pour pouvoir réaliser leurs fonctions. Ils vont les présenter, ils vont les conduire au niveau des organes lymphoïdes secondaires, OLS. Les lymphocytes TCD4 vont se différencier en lymphocytes capables d'engendrer une réponse immunitaire de type TH2. TH2, c'est-à-dire humoral. On avait dit que les TH0 allaient se différencier soit via la voie TH1, soit via la voie TH2. La voie TH1 va induire la différenciation des pré-CTL, les cellules pré-cytotoxiques en cellules cytotoxiques. Les cellules cytotoxiques vont induire une réaction de cytotoxicité via les récepteurs HLA1, via les récepteurs HLA1 et les, comment ça s'appelle, la TH2 va induire une réaction de type humoral en induisant la différenciation des LB et en induisant le switch et... Très bien, l'hypermutation somatique et la Non. Il y a une différence entre l'hypermutation somatique et la commutation isotypique. Le switch, c'est la commutation isotypique. L'hypermutation, quand il y a hypermutation, il y a une différenciation de la phase des parties des chaînes légères. Hypermutation, chaîne légère. Commutation, chaîne lourde. Commutation, chaîne lourde. Le but de la commutation isotypique est d'avoir des anticorps spécifiques à la réaction. C'est-à-dire que je vais avoir des anticorps qui peuvent circuler, qui peuvent être des IgG ou des IgE ou des IgM, oui. J'ai au début des IgM et ils vont devenir des IgG, ou bien rester des IgM, ou bien devenir des IgE pour être adaptés à la réaction. C'est-à-dire c'est la commutation isotypique ou switch. Au niveau de l'hypermutation somatique, c'est quoi? Je vais changer la partie légère. Pourquoi? Pour avoir plus d'affinité. Pour avoir plus d'affinité à cet antigène. Voilà. On avait expliqué cela la dernière séance. Vous étiez là? Oui, je sais. Très bien. Donc, je vais avoir cette différenciation. Vous suivez, mademoiselle. Très bien. Immunitaire de ONS. En plus, on va croire l'enregistrement que je suis méchant. Bon, c'est différencié en lymphocytes, j'arrive pas à suivre. Je vais suivre ici. Immunitaire de type TCD4 vont se donc il me donne une réponse TH2. Les lymphocytes TH2 synthétisent des interleukines, principalement les L4, les L10 et les L13, qui sont spécifiques à la voie TH2. On le sait, j'espère, qui provoque la synthèse d'IgE. Voilà, c'est ça la caractéristique. Donc, en gros, la réaction anaphylactique, c'est une réaction de type TH2, mais qui est un peu différente des autres réactions, parce qu'au niveau des autres réactions, j'ai surtout une synthèse d'IgG, une synthèse d'IgE, spécifique de l'allergène par les lymphocytes B. Ces IgE vont se fixer par leur fragment constant. C'est la région FC. FC.
aux mastocytes et aux polynucléaires basophiles, PNB, par le récepteur de haute affinité, aux macrophages et aux polynucléaires et aux éosinophiles, et aux lymphocytes B, aux plaquettes par leur blablabla, récepteur de basse affinité. Et vous allez apprendre le cours. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe là? J'ai une réaction de type TH2, je vais avoir une synthèse d'immunoglobulines. Les immunoglobulines, ils sont de type IgE. Les IgE, ils vont se fixer par la région FC au niveau des récepteurs spécifiques, tu as les IgE. Très bien. Où j'ai les récepteurs de type IgE, j'ai les mastocytes, les basophiles, les macrophages, les éosinophiles. Chacun a son type de récepteur. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. C'est-à-dire c'est la phase asymptomatique ou la phase de sensibilisation. Très bien. La phase effectrice, c'est la deuxième phase. Elle débute lors du deuxième contact. On ne développe jamais une allergie à partir du premier contact. Là. Oui. Oui, oui. Oui. إلا جاتك باللي قرصاتك نحله لا بروميير فوا خرجتك l'allergie كانت قرصاتك من قبل وما فقتيش. C'est ça la question. بانت لك la première fois. Non. Là, je me souviens, je suis allergique au brie. Qui compte صغير كي تخطر على le brie, j'avais une réaction anaphylactique. En fait, je m'étais dit que c'était la première fois. Mon père m'avait dit que qui compte صغير et je vais vous poser une question هنايا. كي نلحقوا لها. Il faut deux réactions. Il faut deux réactions. Il faut que j'ai une phase de sensibilisation, une réaction immunitaire de type 1, on a une deuxième réaction. D'accord? D'accord? Très bien. La phase effectrice, j'ai un deuxième contact avec l'allergène qui va ponter les IgE préformés, fixés, se trouvant à la surface des mastocytes et des polynucléaires et aux basophiles. Ce pontage va provoquer, je vais continuer à lire, je vais expliquer, la dégranulation et la libération d'histamine, la synthèse de médiateurs, la production de cytokines, les monocytes macrophages, les polynucléaires et éosinophiles, et les plaquettes, interviennent dans un deuxième temps, essentiellement par l'intermédiaire de même médiateur. C'est bon. On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Donc, un une hypersensibilité de type 1. Elle est médiée par des anticorps. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai un antigène qui est dit allergène. Il va entrer au niveau de mon organisme. En entrant dans mon organisme, il va induire une réaction immunitaire. On est d'accord? Une réaction immunitaire de type 2, de type TH2. Donc j'ai les TH0 qui vont se différencier en TH2. Les TH2 vont induire une réaction immunitaire. Ils vont provoquer la différenciation des LB. Les LB vont sécréter des IG. Bon, la première phase, ils vont sécréter des IgA. En bas, ils vont réaliser le switch, les permutations somatiques, C'est-à-dire qu'ils seront prêts à synthétiser des IgE. On est d'accord? Ils vont synthétiser des IgE. Les IgE. Ils vont synthétiser des IgM à la première phase. Ils vont réaliser la commutation. Il faut savoir qu'après commutation, isotypique et hypermutation, la cellule, elle commence à synthétiser des immunoglobulines. Pas en grande quantité, mais une fois la réaction de commutation isotypique réalisée, les cellules LB vont synthétiser en toute petite quantité les immunoglobulines. Donc, si je dose les immunoglobulines, mademoiselle par exemple, je vais trouver des IgG spécifiques aux antigènes que vous avez connus dans votre vie. Par exemple, si je me vaccine à la bacille de Calmette et Guérin, je vais induire une réaction immunitaire. Je vais trouver des IgG en petite quantité, il faut le savoir. Donc les IgG, ils sont présents et ils sont les marqueurs qu'il y a eu une première sensibilisation. C'est-à-dire que j'ai un antigène, il va entrer dans mon organisme, il va induire une première réaction. La première réaction, elle est induite par des IgM. On est d'accord? Très bien. La cellule va se différencier, blablabla. Elle va synthétiser des IgG. Les IgG, ils sont importants au niveau de la deuxième réaction, d'accord? Mais avant la deuxième réaction, il faut savoir que ces cellules existent. Et puisqu'elles existent, elles peuvent synthétiser des anticorps en petite quantité. Et c'est ce qui est réalisé ici. Donc j'ai un premier contact. On est d'accord? J'ai un premier contact avec la cellule. Un antigène, il est entré dans mon organisme, il va réaliser une réaction immunitaire, il va faire en sorte que les LB vont se différencier, les LB vont devenir spécifiques à cet antigène et ils sont prêts. Ils vont synthétiser une petite quantité d'IgE. Est-ce qu'on est d'accord?
C'est pas des... Ben si, c'est des plasmocytes qui vont devenir LBM, c'est des LB qui vont se différencier et devenir et plasmocytes et LBM. Et c'est une très bonne question, on va voir. Donc, est-ce qu'on est d'accord? Donc j'ai une réaction immunitaire, une première réaction immunitaire normale, comme on avait vu. Donc ils vont synthétiser une petite quantité d'IgE. Les IgE vont se fixer sur les cellules qu'on avait citées, les basophiles, les mastocytes, etc., etc. Lors d'un deuxième contact avec le même antigène, l'antigène va se fixer sur les récepteurs. Quels récepteurs? IgE. Très bien, les récepteurs des IgE. La fixation d'un antigène sur un IgE, il faut savoir qu'un antigène comprend plusieurs épitopes. Il va fixer un IgE par un épitope et un autre IgE par un épitope et il va les ponter. Et si vous faites très attention, il faut qu'il y ait un pontage entre deux IgE sur la même cellule. D'ailleurs, il faut me suivre. Ok, je la crée. Donc, j'ai une cellule A. J'ai une cellule. Elle est IgE. Elle est IgE. Un antigène. Il y a plusieurs épitopes. Il y a mast cell. Il y a qui fait. Voilà, j'ai un autre IgE. Sur la même cellule. Le pontage, ça ne veut pas dire qu'il va se fixer ici et ici. C'est-à-dire sur deux cellules différentes. Non. Il faut qu'il y ait fixation du même antigène par deux épitopes sur la même cellule. C'est-à-dire qu'il va se fixer sur cette IgE et sur cette IgE. Pour qu'il y ait pontage entre les deux IgE, pour qu'il y ait une relation entre les deux récepteurs, il faut que les deux récepteurs soient mis en contact pour induire la réaction de dégranulation des vésicules qui contiennent de l'histamine. Hein? Et un seul antigène. Un antigène, il possède plusieurs épitopes. Voilà. Un antigène, il y a IgE, ils sont sur la même cellule. Voilà. C'est un antigène. Il a plusieurs épitopes. Et un antigène, il peut fixer plusieurs anticorps. On est d'accord? Donc ces différents anticorps doivent être présents sur la même cellule pour qu'il y ait interaction entre les récepteurs. Si j'avais des anticorps qui étaient présents sur deux cellules différentes, j'aurais un pontage, mais les récepteurs ne pourront pas être mis en contact. On est d'accord? Donc il faut qu'il y ait contact entre les récepteurs. Pour que je puisse avoir une réaction entre les deux récepteurs, il faut qu'il y ait une réaction sur la même cellule. Et vous avez vu en cytologie, en première année, que les protéines... Très bien, c'est la voie de signalisation. On a vu en cytologie, en première année, que les protéines étaient mobiles dans la couche lipidique. C'est-à-dire qu'il va fixer une ici, une ici, il va les attirer, il va faire en sorte qu'il y aura un contact, il y a un contact intracellulaire qui va induire une voie de signalisation. Cette voie de signalisation va passer par différentes étapes que vous avez vues en biochimie en deuxième année et qui vont induire l'exocytose des vésicules ou la dégranulation qui va libérer ces molécules ou les médiateurs préformés. Entre autres, il va déclencher d'autres voies de signalisation qui vont induire la fabrication et la formation de nouveaux médiateurs. Donc j'ai deux types de réponses. Donc du coup, c'est tous les mastocytes et polynucléaires basophiles qui vont contenir des IgE. Qui vont recevoir les IgE. Ah oui, non, quelque ça. Oui, qui contiennent des IgE. Oui. Qui contiennent... C'est une réaction rapide, une réaction oui. Donc c'est pratiquement comme les organismes, les... Oui, puisque les récepteurs, ils sont spécifiques à la cellule. On avait vu ce type de récepteur FC epsilon R1. C'est un récepteur qui est spécifique à la cellule. Il est contenu au niveau des mastocytes. C'est toutes les mastocytes de l'organisme. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Donc, nous récapitulons. J'ai un antigène. L'antigène, il entre dans mon organisme. Il va induire une réaction immunitaire de type humoral. On est d'accord? Donc cette réaction, qu'est-ce qu'elle va induire? Elle va induire la formation d'IgM. Après, qu'est-ce qui va y arriver? Je vais avoir une réaction TH2. Elle va faire en sorte qu'il y ait une commutation isotypique, une hypermutation somatique. Cette hypermutation somatique et cette commutation isotypique va faire en sorte qu'il y aura des LBM et des plasmocytes. Les plasmocytes vont sécréter de petites quantités d'IgE. Ces IgE vont se fixer sur quoi? Sur les cellules qui leur sont spécifiques.
ces cellules, elles vont avoir des IgE qui sont prêts et qui attendent l'antigène, le deuxième contact. Lors du deuxième contact, l'antigène va se fixer sur une cellule, il va faire en sorte qu'il y ait un rapprochement entre les deux anticorps, et hop, rapprochement, signalisation, dégranulation, réponse anaphylactique. Maintenant, ce que je vais vous demander, quelle est la durée de vie d'un mastocyte ou d'une cellule basophiles? شحال يعيش؟ Plusieurs mois, d'accord, plusieurs mois, oui, je suis d'accord, plusieurs mois. Si je suis en contact, نحكيلكم على البري. أنا le premier contact تاعي j'avais connu le bris quand j'avais quelques années. Mon deuxième contact, j'avais plus de 10 ans. Et comment on peut avoir un deuxième contact qui est réalisé des années après le premier contact et avoir une réaction anaphylactique si les cellules vivent quelques mois? Très bien, LBM. Et vous comprenez que c'est une réaction humorale de type normal. Les mastocytes, elles vont mourir, ces cellules elles vont mourir et elles vont être renouvelées par d'autres cellules. Mais puisque j'avais dit que après avoir créé les plasmocytes et les LBM, je dois avoir des petites quantités sécrétées en continu. Khlas, vous avez connu cet antigène, la cellule. Le fait qu'un LBM est présent, il va continuer à exprimer sur sa surface l'antigène et il va continuer à sécréter de petites quantités. Donc, lors du deuxième, cette cellule, elle est morte après 6 mois, mais le LBM, il est là. Le LBM, il est là, il va continuer à sécréter, à exprimer des IgE, à sécréter de petites quantités d'IgE. À chaque fois qu'une nouvelle vague de mastocytes arrive, il y aura des IgE qui sont prêts et qui vont se fixer sur cette cellule. Et j'aurai toujours... Il y aura une désensibilisation. La désensibilisation, on va pas voir ça. La désensibilisation, c'est quoi? C'est que je vais mettre en toute petite quantité cet allergène et j'essaie de dire à l'organisme, chauffe. C'est comme si votre camarade a la peur de moi, elle a peur que je lui fasse ça. Moi, je vais commencer à lui faire ça, mais tout doucement. Bon, c'est un mauvais exemple. On va commencer à lui donner des antigènes en petite quantité pour lui faire savoir qu'en fait il n'a peur de rien. Donc on va déclencher une réaction, mais bon, la désensibilisation, c'est pas toujours efficace. Hein. On essaie de faire ça, mais il faut faire ça en milieu hospitalier, en très petite quantité, en sous-cutané, et ça dure plusieurs années, avec plusieurs tentatives, avec des concentrations de plus en plus élevées, etc. etc. Est-ce que c'est clair l'anaphylaxie? Cette réaction est propre au choc anaphylactique? Oui, pas au choc anaphylactique. Le choc anaphylactique, c'est une des manifestations de l'anaphylaxie. Le choc anaphylactique, c'est quoi? C'est une exposition qui est importante à cet allergène, lors d'un deuxième contact, la même physiopathologie, mais il va y avoir une dégranulation importante, une sécrétion importante de ces médiateurs, dont l'histamine qui est un vasodilatateur et bronchoconstricteur. Donc il y aura une réaction qui est importante. Je peux avoir des œdèmes, dont l'œdème de Queen qui va induire une radipnée inspiratoire, puisqu'il y aura une obstruction des voies supérieures et je peux avoir un décès, un coma puis un décès. D'accord. Donc le choc anaphylactique, c'est une manifestation aiguë, importante et grave de l'anaphylaxie. Est-ce que c'est compris l'anaphylaxie? Donc, c'est ça. C'est une réaction humorale de type 2, elle est médiée par des TH2, elle est médiée par des IgE. Ces IgE, ils sont le résultat d'une réaction immunitaire avec sécrétion d'IgE, puis transformation des IgE en IgE. Les IgE vont se fixer sur ces cellules, les cellules vont être prêtes, elles vont avoir toujours des IgE qui vont se fixer sur leur membrane. Un deuxième contact avec le même allergène va induire une signalisation intracellulaire qui va faire en sorte qu'il y aura une dégranulation. La dégranulation va libérer des médiateurs et les médiateurs vont induire une réaction immunitaire. La réaction immunitaire va induire des signes cliniques. Les signes cliniques sont dits anaphylaxie. Est-ce que c'est clair pour l'anaphylaxie? C'est clair? Reprenez toute la physiopathologie. Suivez. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il faut... On a terminé la première réaction. Les médiateurs préformés et les médiateurs je ne comprends pas, c'est quoi la question? C'est deux voies de signalisation différentes. Une des deux voies, la cellule, elle communique comme elle veut. Une des voies de signalisation va induire une exocytose, l'autre, elle va induire un message intracellulaire qui va faire en sorte qu'il y ait
transcription, transcription, traduction, traduction, transformation, transformation, formation de nouveaux peptides et leur libération. Donc c'est deux voies de signalisation différentes qui vont induire la sécrétion ou la libération de médiateurs. L'un est préformé, il est prêt, et c'est le plus dangereux. Il est présent en très grande quantité, et l'autre, il va être sécrété de nouveau. Est-ce que c'est clair? Qui a une question? C'est clair? Sûr? Des LBM, une dizaine d'années. Après, si par exemple on compare le même allergène pendant 10 ans, Oui. Vous risquez d'avoir une réaction ou de ne pas en avoir. Oui. On ne peut jamais, il y a une règle en immunologie, on ne peut jamais savoir quand est-ce qu'une personne allergique développe son allergie. On ne peut jamais le savoir. D'accord? Très bien. On a terminé avec l'anaphylaxie. L'hypersensibilité de type 2 ou hypersensibilité cytotoxique est due à l'action un problème, c'est pas ça la diapositive que j'étais censé utiliser. Je devais avoir là, mais il devait y avoir. Pardon. Voilà la diapo qu'on était censé utiliser. Désolé, je me suis trompé. Hein. Donc ça, on va prendre ici. Est-ce que c'est visible pour vous, Rapta? J'ai peur que cela ne s'enregistre pas. Regarde. Ah, voilà. Oui. Très bien. Allez, on va continuer. L'atopie. Allez, on va voir l'atopie. Très bien, on est ici. Oui, entrez. Oui. L'atopie, c'est la prédisposition d'une personne à réaliser ou à développer une réaction anaphylactique. C'est une personne allergique ou une personne atopique, ce n'est pas la même chose. L'atopie comprend des caractéristiques génétiques, c'est-à-dire que cette personne elle est prédisposée à être allergique. C'est-à-dire la notion d'atopie. Est-ce que c'est clair? Très bien. On continue. Donc l'exemple de notre première réaction d'hypersensibilité, qui est l'hypersensibilité type oh, t'as de chance. تعرفوا القصيدة تاع أحمد شوقي قبل الربيع. Vous connaissez très bien. Vous connaissez pas. لا كاينه وحده أقبل الربيع. أيوة هذه هي. أقبل الربيع في ريعانه وجماله وطيب زمانه. هكذا. Oui. Vous n'avez pas le droit de dire non. C'est moi qui décide. Allez, on continue. Notre premier exemple, c'est l'asthme. On va essayer de connaître ce que c'est l'asthme. Car blablabla, l'asthme, je l'ai tiré. Mais ça, c'est type 2, tu peux pas tout compter. Aïe. Non, mais ça me type 2. Elle a toujours fait le type 1. Je vous donne un exemple pour chaque réaction. On va peut-être terminer. Qui doit partir avant 16h? Non, vous n'allez pas partir. Non. Non. Donc j'ai 3 personnes. Les autres, je vais vous compter. Aïe. L'asthme. Caractérisé par des troubles ventilatoires obstructifs, c'est-à-dire que je vais avoir une réaction d'obstruction des bronches respiratoires. L'inflammation, on va avoir un œdème muqueux, infiltracellulaire, blablabla, éosinophilique la plupart du temps, et on a vu que les éosinophiles étaient impliqués dans la réaction immunitaire d'hypersensibilité de type 1.
une hypersécrétion de mucus, médiateur PAF, leucotriens, prostaglandine, ça c'est pas important pour vous. Lésion de desquamation de l'épithélium bronchique, c'est l'inflammation par quoi elle se manifeste. On a le bronchospasme, spasme du muscle lisse péribronchique, réversible sous bêta-2 adrénergique. On avait dit que l'histamine c'était quoi? C'était un vasodilatateur et un bronchoconstricteur, c'est-à-dire qu'il va réaliser une bronchoconstriction. Au cours d'une réaction asthmatique, il faut savoir que l'asthme a plusieurs raisons. Je peux avoir un asthme médicamenteux, je peux avoir un asthme qui se manifeste par une hyperréactivité bronchique, et je peux avoir un asthme qui se manifeste par une réaction allergique. L'asthme qui est dû à une allergie est une des manifestations de l'anaphylaxie. Tout asthme n'est pas anaphylactique. Attention, tout asthme n'est pas anaphylactique. Parmi les raisons de l'asthme, j'ai l'anaphylaxie. On est d'accord? C'est-à-dire que tout asthme n'est pas traité par des antihistaminiques. L'asthme est traité par des antihistaminiques quand il est dû à des sécrétions d'histamine. Donc, même bien les manifestations de l'anaphylaxie, l'asthme. Mais comme les raisons de l'asthme sont dues à l'anaphylaxie. Je peux avoir un asthme qui est dû à autre chose. On est d'accord? Très bien. Comment ça se passe? J'ai un allergène. Par exemple, des asthmatiques qui sont allergiques au pollen. Le pollen peut induire une réaction asthmatique, une crise asthmatique. On n'utilise plus le terme de crise. On parle d'exacerbation. C'est pas important. Vous verrez ça en pneumo. Donc, j'ai une réaction, je rencontre le pollen une fois, une deuxième fois lors du deuxième contact, je vais développer une réaction allergique qui va faire en sorte qu'il y aura libération de l'histamine. L'histamine, il va aller aux branches, il va induire une bronchoconstriction et j'aurai une crise d'asthme. On est d'accord? Voilà. L'hyperréactivité bronchique, l'attitude des bronches à réagir anormalement pour une obstruction à des stimuli physiques, chimiques ou pharmacologiques. C'est une raison de l'asthme qui est indépendante de l'histamine. L'hyperréactivité bronchique, c'est les bronches, ils se contractent. C'est une hyperréactivité ou l'hypersensibilité bronchique. C'est pas important. L'essentiel, c'est que vous connaissiez que l'anaphylaxie peut être considérée comme une des raisons ou une des physiopathologies de l'asthme. D'accord? Très bien. L'hypersensibilité de type 2 ou hypersensibilité cytotoxique. On a vu les caractéristiques. L'asthme est due à l'action des anticorps, attention, IgG ou IgM, pas IgE, sur des cellules cibles portant l'antigène spécifique, pouvant être un élément constitutif ou une molécule adsorbée. Et d'ailleurs, on est en train de voir les réactions d'hypersensibilité de type 2. Les réactions d'hypersensibilité de type 2 doivent avoir une cellule. Au niveau de cette cellule, je dois avoir des antigènes. Ces antigènes vont médier la réaction. Ces antigènes, ils peuvent être constitutifs, c'est-à-dire appartenir à la cellule, mais ils peuvent être adsorbés. C'est quoi un antigène adsorbé? Un antigène adsorbé est un... Oui? Ben oui. Il n'y a pas de chaise. Il y a des chaises. Un antigène adsorbé est un antigène qui n'est pas caractéristique à cette cellule, mais qui va s'y fixer. C'est-à-dire qu'il est étranger à cette cellule, mais qui va se fixer à sa membrane. D'accord? C'est que c'est le contraire d'un antigène adsorbé. Qu'il appartient au soi. Bah, si la cellule appartient au soi, il appartient au soi aussi. Oui, s'il est constitutif et qu'il y a une réaction contre cet antigène, je vais dire qu'elle est auto-immune. Oui. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire que je dois avoir une cellule. La cellule, elle doit contenir des antigènes. Ces antigènes, ils vont constituer des récepteurs des anticorps. Les anticorps, la fixation des anticorps sur ces antigènes va induire une réaction immunitaire. Elle est dite réaction immunitaire cytotoxique parce qu'il y aura une destruction de la cellule. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Les cellules cibles sont endommagées ou détruites à travers une variété ou une variation d'opérations en relation avec une lyse par le système du complément, une cytotoxicité dépendante des ADCC, une opsonisation, un dysfonctionnement cellulaire dû à la fixation d'anticorps. Je vous ai mis entre parenthèses type 5. Très bien. Donc, on a comment elle est réalisée la réaction. Donc, on va voir
conséquences physiopathologiques. 1. Une liste par le système du complément. L'anticorps, il se fixe sur l'antigène, il va activer la voie classique du complément ou bien la voie alterne. D'accord. La cellule sera détruite. Anticorps, antigène, le complément va se fixer, complexe d'attaque membranaire, les cellulaires. C'est le premier type, on est d'accord. Deuxième type, une cytotoxicité dépendante des anticorps, ADCC. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Les Inca ou bien les macrophages. Les Inca ou bien les macrophages. J'ai un antigène qui est fixé sur une cellule. Il y aura fixation de l'anticorps. L'anticorps va faire venir une NK ou un macrophage qui va détruire la cellule. Tout simplement. Donc la cellule sera détruite, pas par le complément, mais par une cellule immunitaire destructrice. D'accord? Il y aura la voie phase ligand. Bon, c'est un ADCC. On est d'accord? Une opsonisation. Qu'est-ce qui va y arriver? Une opsonisation, c'est-à-dire qu'il y aura fixation d'un anticorps. L'anticorps, il ne va pas constituer une voie de destruction, mais une voie de phagocytose d'un antigène. On est d'accord? Très bien. 4. Un dysfonctionnement cellulaire dû à la fixation d'anticorps. Ici, les anticorps ne vont pas se fixer sur un antigène simple. Ils vont se fixer sur des récepteurs constitutifs de la cellule. Et ils vont jouer le rôle d'un ligand naturel. Et ils vont soit activer ou inhiber la cellule. Donnez-moi un exemple. Excellent. La myasthénie ou la maladie de Basedow. Très bien. La maladie de Basedow, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des anticorps qui sont spécifiques aux récepteurs de la TSH. Ils vont se fixer sur la cellule thyroïdienne et ils vont induire une hypersécrétion de T3 de T4. Est-ce qu'ici il y a eu une destruction de la cellule? Non, il y a eu juste une modification de la fonction cellulaire ou un dysfonctionnement cellulaire. Les anglo-saxons, ils ont dit ce n'est pas du type 2, c'est du type 5. Lorsque j'ai un anticorps qui va se fixer sur un récepteur, et non pas sur un antigène, il va se fixer sur un récepteur qui est naturel, qui appartient à cette cellule, qui va modifier le fonctionnement de cette cellule, je vais appeler ça une hypersensibilité de type 5. De type 5. De type 5. Très bien. Donc la myasthénie, c'est un peu le contraire. J'ai des anticorps qui sont spécifiques à la réaction, au récepteur de l'acétylcholine. Ils vont jouer le rôle d'antagonistes, c'est-à-dire qu'ils vont se fixer sur le récepteur de la plaque musculaire et ils vont inhiber la fonction motrice. Donc, ils vont se fixer sur le récepteur, ils vont modifier la fonction cellulaire sans détruire la cellule. Vous gardez que c'est une réaction de type 2, mais certains anglo-saxons disent que c'est une réaction de type 5. Donc on a vu les différents types de manifestations. Plusieurs réactions d'hypersensibilité de type 2 sont le résultat d'une génération d'anticorps auto-immuns. Ces derniers peuvent avoir comme cible des antigènes normaux, réaction croisée avec un antigène infectieux, ou des antigènes du soi modifiés par liaison à des molécules médicamenteuses, par exemple. Alors, la réaction d'hypersensibilité de type 2 est une réaction médiée par des anticorps. Et des anticorps, ils vont se fixer sur des antigènes. Donc, quelles sont les caractéristiques de ces antigènes qui vont fixer les anticorps? Eh bien, ces antigènes, je peux avoir, entre autres, des antigènes auto-immuns. Des antigènes auto-immuns, c'est quoi? C'est des antigènes qui appartiennent à mon soi et qui vont, malgré cela, déclencher une réaction immunitaire. D'accord? Soit parce que j'ai plusieurs raisons d'avoir une maladie auto-immune. Par exemple, je vais vous donner 3 exemples. Par exemple, une personne qui a une insuffisance rénale. C'est une personne, l'insuffisance rénale, c'est une personne qui est anémique, ou qui a insuffisance rénale. C'est pas important. Elle a besoin d'avoir des transfusions, répétées. Ces transfusions répétées vont faire en sorte que cette personne va être en contact avec des culoglobulaires de personnes différentes. C'est des personnes différentes. Malgré un résus, si la transfusion est iso-ABO, isogroupe, iso-résus, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres antigènes, d'autres facteurs impliqués dans cette réaction,
qui ne sont peut-être pas immunologiques, mais qui ne sont pas importants sur le plan de vue symptomatologique. Ils ne vont pas induire une destruction cellulaire, mais ils sont là. Et puisqu'ils sont là, ils vont induire une réaction immunitaire. C'est-à-dire qu'une personne qui reçoit du sang, même s'il n'y a pas de lyse cellulaire, même s'il n'y a pas de reflux, même s'il n'y a pas une réaction anti-APO ou anti-Rhésus, il y aura formation d'anticorps contre ces petits antigènes. Première transfusion, deuxième transfusion, troisième transfusion. À chaque fois, elle réalise et elle fabrique de nouveaux anticorps. À force d'avoir des transfusions répétées, à force de rencontrer de nouveaux antigènes, elle va développer des anticorps. Elle va tomber sur des anticorps dont les antigènes ressemblent à ces antigènes. Il faut savoir qu'il marque le premier trimestre, les antigènes de l'organisme, ils sont fabriqués à partir d'un dictionnaire. L'organisme a le dictionnaire, avec 30 lettres, tu fabriques avec ces 30 lettres les combinaisons que tu veux. Je te dis les combinaisons de ton biostat, c'est la même chose. Donc, on a le A, ou le B, ou le C, ou le D, ou le E, jusqu'à Z. Je ne sais pas, je vais l'alphabet. Donc, واحد يقول أنا نخدم A. واحد يقول أنا نخدم A, Y, O, U, B. واحد يقول أنا نخدم Y, A, I, C, I. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas essayé. L'essentiel, mais vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que j'ai dit? On a des voix. Je viens de citer mon nom et mon prénom. Il fallait essayer de regrouper les lettres pour avoir eu un mot. Oui, voilà. Bref, c'est-à-dire que je vais essayer de constituer des mots avec des lettres. Eh bien, ils vont faire la même chose. À force d'avoir des noms et des noms qui se ressemblent, je peux avoir Y-A-I-C-I. Il dit un anticorps Y-A-I-S-I, eh bien, l'anticorps va l'attaquer. Il a rencontré YAICI, YAISI. C'est des antigènes qui se ressemblent. Donc je vais attaquer cet antigène parce qu'il ressemble à un antigène pour lequel j'ai développé une réaction immunitaire. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la réaction croisée. C'est-à-dire que j'ai constitué un anticorps contre un antigène précis, mais cet antigène ressemble à un de mes antigènes, et donc je vais développer une réaction auto-immune. C'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est les aptènes. Certains médicaments vont jouer le rôle d'aptène, c'est-à-dire que ces médicaments, ces molécules médicamenteuses, elles vont se fixer sur des antigènes de mon soi, et la fixation de l'antigène de mon soi avec un aptène va induire une réaction immunitaire. L'anticorps, il va considérer cela comme un corps étranger. C'est comme si j'avais un antigène de mon soi qui va porter un masque. En portant le masque, il ne va plus être reconnu, il va être attaqué. C'est une réaction auto-immune. Donc, il y a différentes voies d'activation. Donc, ces maladies, ces réactions auto-immunes, même bien les manifestations, il peut y avoir une destruction cellulaire. Cette destruction cellulaire qui est médiée par des anticorps est une réaction d'hypersensibilité de type 2. Est-ce que c'est clair? Très bien. On va voir des exemples. Pemphigus vulgaris. Comment on appelle Pemphigus en arabe? Pemphigus. Fouqa'i. Vous avez vu ça en colle? Le Pemphigus. Vous avez vu ça en micropio. Liqa, micropio. Allez. Pemphigus is an autoimmune disease. Parce que je suis Pemphigus vulgaris. L'essentiel, cherchez ça. Le Fouqa'i aussi. Pemphigus vulgaris, c'est le Fouqa'i shamil. Pemphigus is an autoimmune disease caused by antibodies directed against both desmoglobin 1 and desmoglobin 3 present in desmosomes. قريتوا les desmosomes, tu vois première année. Oui. Loss of desmosomes results in loss of cohesion between keratocytes and the epidermis and the disruption of the barrier function served by intact skin. C'est-à-dire que j'ai des cellules épidermoïdes, et les cellules épidermoïdes, elles sont imperméables. Pourquoi elles sont imperméables? Parce qu'il y a des liaisons spécifiques, très bien, des molécules d'adhésion qui les fixent. Au cours de cette maladie, qu'est-ce qui se passe? J'ai une destruction de ces molécules d'adhésion. Pas de molécules d'adhésion, pas d'adhésion, pas de fixation des cellules entre elles, et je vais perdre la perméabilité cellulaire. Donc je vais perdre l'obstacle cutané. Et ça se manifeste par des maladies très graves. The process is classified as a type 2 hypersensitivity reaction in which antibodies bind to antigens on the body's own tissues. C'est-à-dire que la destruction de ces desmosomes,
elle va être médiée par des anticorps. Donc, j'aurai des anticorps qui vont se fixer sur ces antigènes, ils vont les détruire et je vais perdre la non-perméabilité de ma cellule épidermoïde. L'impétigo bulleux, c'est une des formes. L'impétigo bulleux, oui, c'est une des manifestations cutanées. Quelle bactérie? Staphylocoque. Oui, même le streptocoque. Strept ou staph, c'est un étude. J'ai oublié. Mon prochain module, déjà, c'est infectieux. Good Posture Syndrome. Bon, vous avez compris ce mécanisme. C'est-à-dire que des antigènes qui vont être attaqués par des anticorps. Good Posture Syndrome. Good Posture Syndrome, GPS, causes the abnormal production of antiglomerular basal membrane. La membrane basale glomérulaire. Bon, il faut savoir que le syndrome de Good Posture, il se manifeste au niveau pulmonaire et au niveau rénal. Antibodies by the plasma cells of the blood. Donc, c'est des cellules plasmocytes. The anti-GBM, GBM c'est glomerular basal membrane. Antibodies attack the alveoli, comme au niveau pulmonaire, and glomeruli basement membranes. Au niveau des deux organes, j'ai des membranes basales qui sont alvéolaires et des membranes basales glomérulaires au niveau rénal. The antibodies bind the reactive epitopes to the basement membranes and activate the complement cascade. Quand tu vois une réaction de type 2 et elle va détruire les cellules par rapport du complément. Très bien, leading to the death of TIG cells. T cells are also implicated. Bon, c'est pas important, il y a aussi une certaine implication des cellules T, mais c'est pas notre problème. It's generally considered as type 2 hypersensitivity reaction. Donc c'est une réaction de type 2 aussi. Pourquoi? Parce que j'ai des anticorps qui vont se fixer sur des antigènes de mon swap et ils vont activer la voie du complément, ils vont détruire les cellules. Donc retenez Pemphigus vulgaris et Good Posture Syndrome. Ernest William Good Posture. Good Posture, mais ça ne veut pas dire good et posture. C'est une personne, d'accord, qui s'appelle Ernest Good Posture. زاد في 1886 ومات قبل ما تستقل الجزائر en 1960. Was an American pathologist and physician. Physician واش معناتها؟ Très bien. Physician en anglais ça veut dire un praticien. Un praticien de la santé. C'est-à-dire ce n'est pas un chercheur biologiste. Il est au contact du patient. Et aujourd'hui, on dit que c'est pas vrai, il n'avait pas décrit la maladie comme ça, ouais, l'essentiel, c'est lui qui est le premier à avoir décrit la maladie. Ah. Tada. Good Posture, c'est lui. معليش تغلقوا لي فولي. شوفوا. الشمس. علاش؟ تغلقيهم. عندك إلا حبيت تفتحهم فتحهم. هكا باش ما تتعميوش. كيف باش يشوفوا؟ باش يشوفوا المرة زيدوا غلقوا لي من الأرض. زيدوا. Si ça vous gêne pas. Il fait chaud dehors, non? Ça va ترقدوا ليش؟ Hi. Allo-immunisation fœto-maternelle, c'est le plus important. D'ailleurs, vous ne pouvez pas aller en 4e année en clinique sans connaître ça. Il faut connaître la maladie hémolytique du nouveau-né. Qui a un problème avec la maladie hémolytique du nouveau-né? Moi, je sais comment ça se passe. Qu'est-ce que vous faites? Qui fait moi? Aïe, fais-moi. La mère a les résultats négatifs, son mari a les résultats positifs, donc son enfant a les résultats positifs. Bah, mais chez la eh bien, puisque le papa il est résus positif, c'est le papa qui décide. Il peut être résus positif, il peut être. Si l'enfant est résus positif, oui, d'accord. Bon, dans la grossesse, ça ne va pas passer les anticorps parce qu'il y a le placenta. Quels anticorps? L'enfant. Non, c'est faux. Continuez. La naissance, puisque le placenta va être passé, il va partir, donc les anticorps vont passer. Bon, puisque c'est la première grossesse, donc le premier enfant est passé, pas de problème. Mais la mère elle a développé des anticorps. Comment? Réaction de première asymptomatique. Non, Le deuxième enfant, on ne donne pas de traitement au bout de 60 jours. C'est pas le deuxième enfant, mademoiselle, c'est le deuxième fœtus. Deuxième grossesse, il y a un risque, soit ça passe,
Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Soit il aura des problèmes avec neurologiques, soit il aura des lecteurs qui disent ça va mal. C'est faux. C'est ça. C'est faux. C'est ça. Ah, la maladie hémolytique du haut. Soit il aura. Ah, la maladie hémolytique du nouveau-né. Il faut savoir que nos globules rouges expriment des antigènes. Les antigènes les plus immunologiques ou les plus antigéniques sont les antigènes ABO, du système ABO et du système D, la protéine D. Le système Rhésus sur la protéine D. Pourquoi le système Rhésus s'appelle système Rhésus? Rhésus, c'est un singe. Voilà, merci. ABO, allez, justement, ABO. B ولا خلف الراس كيما الأو ما عنده والو très bien أو ما عنده ما كان والو voilà donc comment ça se passe la réaction d'hypersensibilité c'est un peu ce qu'elle a dit sauf qu'elle n'a elle a dit ça elle a exprimé la clinique sans expliquer la physiopathologie mais Dieu on s'en fout. Aïe. Donc, il faut savoir que oui, je suis d'accord, elle est principalement, on va lire puis expliquer, ou l'expliquer puis lire. Lire et expliquer. Non, on va expliquer puis lire et voir si cela est en concordance avec ce que l'on est en train de dire. Oui. Bien sûr. Donc, il faut aller un peu plus vite. Donc, on dit une maman qui est en grossesse, qui est enceinte, donc elle porte un fœtus. Il faut savoir que la circulation fœtale et la circulation maternelle sont séparées. Sont séparées par une barrière qui est dite la barrière fœto-placentaire. La barrière fœto-placentaire laisse passer certaines molécules et ne laisse pas passer d'autres. Très bien. Au cours d'une réaction, au cours de la grossesse, si le fœtus est Rhésus positif et la mère est Rhésus négatif, l'antigène D, la protéine D est considérée comme un antigène. C'est-à-dire qu'il y aura une réaction immunologique s'il y a contact entre le sang maternel et cet antigène D. Or, l'antigène D est exprimé par les globules rouges. Les globules rouges ne passent pas par la barrière fœto-placentaire et il n'y a pas de risque de rencontre entre les globules rouges du fœtus et le système immunitaire de la mère. Pourquoi? Parce que la rencontre, il doit y avoir deux choses. Soit c'est la maman qui va vers le fœtus, soit c'est le fœtus qui va vers la maman. Si le fœtus va vers la maman, c'est quoi? C'est les globules rouges du fœtus qui doivent passer à travers la barrière photoplacentaire, ce qui est impossible. Si c'est la maman qui va vers le bébé, c'est ses anticorps qui doivent passer à travers la barrière photoplacentaire, qui est impossible. Pourquoi? Non, il y a des anticorps. Il y a des anticorps. S'il y a des anticorps, ce sera des IgM. Oui, les IgM ne passent pas à travers la barrière photoplacentaire parce qu'elles sont géantes. Elles sont géantes et elles ont un plan moléculaire qui ne leur permet pas, elles ont un plan moléculaire et un volume qui ne leur permet pas de traverser la barrière photoplacentaire. Donc il n'y a pas de contact entre la mère et son fœtus. Il n'y a pas de risque de développer une réaction immunitaire. Lors de la grossesse, en fin de grossesse, lorsqu'il y a accouchement, que ce soit par césarienne ou par voie basse, il y aura une rupture des vaisseaux sanguins. Il y aura une rupture des vaisseaux sanguins. La rupture des vaisseaux sanguins, dans le cordon ombilical, au niveau de l'utérus, cette destruction, cette destruction des vaisseaux sanguins va faire en sorte qu'il y ait un contact entre le sang fœtal et le sang maternel. D'accord? Ce contact va être considéré comme le premier contact entre mon appareil immunologique, j'étais avec la maman, entre l'appareil immunologique de la mère et ses antigènes contenus dans les globules rouges du fœtus. Le premier enfant, comme elle a dit, il est passé, slick, mais la maman, il y aura une rencontre entre les globules rouges de son fœtus et son système immunitaire. Donc elle va développer une réaction immunitaire contre l'antigène D, contre le peptide D. Donc ces IgM vont se fixer sur le D, sur cet antigène D. En badatique, il y aura une réaction immunitaire, une commutation isotypique, une hypermutation somatique et j'aurai des LBM et des plasmocytes qui peuvent sécréter des IgG, et les IgG vont être présents. Lors d'une deuxième grossesse, s'il y a
s'il y a un enfant au niveau fœtal, s'il y a un fœtus qui est rhésus positif, il porte l'antigène D. Et il y a très bien des IgG anti-D qui sont présents au niveau des LB1. Donc il y aura rencontre entre ces IgG et... Les IgG passent par la membrane? Oui, les IgG passent par la membrane, par la barrière phytoplacentaire, et vous avez vu en parasitologie, vous avez vu en immunologie que ce sont les IgG qui protègent l'enfant, le nouveau-né pendant le premier jour de grossesse. Oui ou non? Ce sont les IgG maternels qui vont protéger cet enfant. Les IgG vont passer et en passant, ils vont détruire les globules rouges. Il y aura lyse des globules rouges. Les globules rouges, qu'est-ce qu'elles comprennent? Elles comprennent de l'hémoglobine. Il y aura une destruction accrue des hémoglobines. Les hémoglobines vont être métabolisées. Il y aura une séparation entre l'hème et les globines. Les globines vont être éliminées, resynthétisées et utilisées en tant qu'acide aminé. L'hème va être transformé par différentes voies de transformation, d'oxydation, de réduction pour devenir biliverdine, puis pour devenir bilirubine. Cette bilirubine, la bilirubine est non conjuguée. La bilirubine est non conjuguée. Puisqu'elle est non conjuguée, elle est liposoluble, et puisqu'elle est liposoluble, elle peut passer par... Elle peut passer par quoi? Elle peut passer... Non, oui, les membranes cellulaires vont surtout passer par la barrière méningo-encéphalique, par la barrière méningée. Oui, de l'enfant. Et en passant par la barrière méningée, elle peut aller vers le cerveau et elle peut induire une toxicité au niveau des noyaux gris centraux, et ce qui est très nocif pour l'enfant. Donc ces enfants qui sont nés avec une maladie hémolytique du nouveau-né, qu'est-ce qu'on va leur faire? On doit les transfuser pour remplacer les globules rouges et on doit leur réaliser une phytothérapie par des UV, par des rayons ultraviolets. Pourquoi? Pour changer la conformation de la bilirubine. La bilirubine qui est non conjuguée, je vais changer sa conformation pour qu'elle devienne non franchissante de la barrière hématoméningée. C'est-à-dire que c'est comme si je vais la conjuguer. Je vais prendre la bilirubine, je vais prendre le bébé, le mettre sous UV. Les UV vont changer. Les UV, elles modifient, elles peuvent être destructrices, cancérigènes, Parmi les caractéristiques des UV, c'est qu'elles peuvent modifier la structure d'une protéine. Elles peuvent changer la conformation de la bilirubine. La bilirubine va changer de conformation. Ce changement de conformation ne va plus la laisser passer à travers la barrière hématoméningée. Et en ne passant pas, je vais réduire le risque. Voilà. Voilà un bébé sous photothérapie. Sous UV. C'est bleu. Ce smiley, je l'avais trouvé sur Internet. J'ai une question. Tadli. C'est quoi l'intérêt de l'injection anti-radius? On va voir ça. C'est la phytothérapie. Vous avez compris l'intérêt de la phytothérapie? C'est pour arrêter le passage. Hein? Je crois que oui. C'est comme ceux qui bronzent dans les salons. Ça existe en Algérie, le bronzage dans les salons. Ça existe. Et bien là, si ça existe. Si ça existe, et bien ça aussi ça existe. Aïe. Si ça existe. Mais quand tu as تعطوني ماما انا كرهت ديجا 9 شهور وانا بالبيليروبين. Aïe. Donc, comment peut-on éviter cela? Justement, la madame skina هذه qui تزيد le premier enfant تاعها واش نديروا لها؟ نمدوا لها une sérothérapie, c'est-à-dire qu'on va lui donner des anticorps anti-D. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de contact entre ces cellules et le rhésus D. On lui injecte des anticorps. Les anticorps vont fixer les cellules, les globules rouges qui comprennent l'anti-D, qui comprennent l'antigène D et qui sont passés dans sa circulation. Donc il y a un antigène D, l'organisme il va être fixé par les anticorps artificiels que j'ai introduits, que j'ai injectés. Donc il n'y a pas de risque de contact entre son appareil immunitaire et ses antigènes. Cela doit être réalisé dans les 48 heures. Les 72 heures. Très bien. Dans les 72 heures, on doit injecter. Bon, c'est vraiment désolant, mais il n'y a aucune surveillance. On lui dit, on lui prescrit, on lui dit. Là, j'ai connu une patiente, Et les ramène par leur propre moyen. Elle l'a injecté, elle ne l'a pas injecté.
c'est ça votre rôle. Vous devez sensibiliser le patient et vous devez Veiller lui à ce faire... qu'il le fasse. Veiller, oui, mais il doit connaître la gravité et l'importance de l'acte. Vous devez sensibiliser le patient. Madame, vous pouvez perdre votre prochain enfant si vous ne... Et vous pouvez mettre votre vie en danger parce que ces enfants, ils peuvent être mort-nés. Donc la solution, c'est une sérothérapie. Même l'injection, elle n'est pas toujours disponible. Oui. Donc il faut essayer de trouver les injections avant l'accouchement. D'accord? Très bien. On va lire. Maintenant, normalement, on a tout abordé. Cette anémie hémolytique néonatale est due à une incompatibilité fœto-maternelle. Incompatibilité quoi? Incompatibilité au niveau du système rhésus. Secondaire à une allo-immunisation. Une allo-immunisation est une immunisation. Vous êtes en négatif? Oui. Voilà. J'ai deviné. De la mère contre un des antigènes érythrocytaires du fœtus. Allo-immunisation. C'est quoi une allo-immunisation? C'est une réaction immunitaire entre deux individus de la même espèce mais qui sont différents. Âgé provenant du père. C'est lui le fautif. Voilà. Âgé provenant du père est absent chez la mère. Cette immunisation se produit lors d'une grossesse antérieure. Des hémorragies fétales passent à travers le placenta dans la circulation maternelle, surtout en fin de grossesse, lorsqu'il y a dilatation et surtout au cours de l'accouchement. L'interruption volontaire de grossesse et de fausse couche. Spontanée ou lors de transfusion sanguine incompatible. Les incompatibilités fœto-maternelles les plus fréquentes et les plus graves sont liées à l'allo-immunisation. À quoi tu veux dire comme les plus fréquentes et les plus graves? Je peux avoir d'autres réactions immunologiques qui sont dues à d'autres antigènes. Mais quand je regarde le système D ou le système AB, il y a beaucoup d'autres antigènes. Système CAL, on les observe lorsque la mère est rhésus négatif et le père est rhésus positif. Mais on peut avoir d'autres incompatibilités plus rares avec une mère qui est RH positif. Ça a les anti-C, les anti-E. C'est pas important, le système D, c'est le plus important. On peut noter que le risque, c'est important, on peut noter que le risque d'immunisation diminue s'il y a incompatibilité ABO entre la mère et son enfant. Car la destruction des hémorragies fétales dans la circulation maternelle est alors très rapide grâce à la présence d'anticorps naturels anti-A et anti-B. La mère n'a pas le temps de s'immuniser contre les antigènes étrangers et érythrocytaires de son enfant. C'est le principe du traitement préventif. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Non. Supposons, donc, une incompatibilité. J'ai une mère qui est rhésus négatif. Et j'ai un enfant qui est rhésus positif. Mais en plus de cette incompatibilité rhésus, il y a une autre incompatibilité qui est l'incompatibilité ABO. L'incompatibilité ABO protège la maman contre l'immunisation. Maintenant, je suis le premier fœtus. Je suis dans l'utérus de ma mère. Elle a un rhésus négatif. Moi, j'ai un rhésus positif. Au cours de l'accouchement, au cours d'une réaction d'IVG, au cours d'une rupture de vaisseau, il y aura un contact entre mes globules rouges et son appareil immunitaire. Mes globules rouges sont rhésus positifs. Ces globules rouges sont rhésus négatifs. Elle est censée développer une réaction immunologique contre mon rhésus. Les globules rouges, ils sont en contact avec le système immunitaire. Mais en plus de l'incompatibilité rhésus, il y a une incompatibilité ABO. Cette incompatibilité ABO, elle est médiée par quoi? Elle est médiée par des IgM qui sont prêts au niveau de la circulation maternelle. Donc ils vont attaquer les globules rouges et les détruire. Avant qu'il y ait contact entre le système immunitaire et les globules rouges. C'est le même principe de la prévention. La prévention, qu'est-ce qu'on fait? Après l'accouchement, on lui injecte des anticorps. Les anticorps, certes, ils sont médiés contre le rhésus D, mais ils vont détruire les cellules. Pourquoi détruire les globules rouges? Ils vont détruire les globules rouges pour que les globules rouges ne rencontrent pas le système immunitaire. J'ai une incompatibilité ABO. L'incompatibilité ABO, c'est quoi? J'ai des anticorps IgM au niveau de la circulation sanguine de la maman qui sont prêts, qui sont ici, et dès qu'il y ait contact entre les globules rouges du fœtus et la circulation sanguine, les IgM vont venir, ils vont détruire les globules rouges avant que le système immunitaire ne reconnaisse l'antigène D et ne développe une réaction immunitaire. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que lorsqu'il y a une incompatibilité ABO, c'est-à-dire que la maman, elle a des anticorps IgM qui sont prêts à détruire les globules rouges. Pourquoi? Parce que les globules rouges portent un antigène auquel les anticorps présents dans la circulation sanguine de la maman sont spécifiques. Les globules rouges vont venir, ils ont un B ou un A auquel
il existe un anticorps qui est spécifique. L'anticorps va se fixer et il va détruire la cellule avant qu'il y ait un développement de la réaction immunitaire. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc, il a qu'un enfant, un fœtus B chez une mère A, où le résultat ou résus positif ou résus négatif, ça va la protéger contre le développement d'une immunité anti-D. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà au niveau de sa circulation des anticorps qui peuvent détruire les globules rouges avant le contact entre les globules rouges et le système immunitaire. Est-ce que c'est clair? Les dents se passent pas très loin. Si. On injecte. Attends. Vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Au cours de la première grossesse incompatible, on va tout expliquer. Première grossesse, deuxième grossesse, la capacité de fixation à l'albumine, sa liposolubilité permet sa diffusion au niveau des centres nerveux et créant de graves séquelles psychomotrices, parce qu'elle attaque les noyaux gris centraux. C'est l'ictère nucléaire. Ictère ou nucléaire parce qu'ils attaquent les noyaux gris centraux. On traite l'enfant par phytothérapie. Les UV transforment la bilirubine en un composé non toxique. Voilà, photothérapie. On continue. L'hypersensibilité de type 3. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous sentez que c'est bénéfique? Voilà. Continue. Et là. L'essentiel, c'est que vous retenez. Les informations. C'est une hypersensibilité. L'hypersensibilité de type 3. C'est une hypersensibilité médiée par le dépôt, c'est le point commun entre le type 3 et le type 4, par des dépôts de complexes immuns dans le lit vasculaire au sein des tissus ou sur la surface de membrane basale. Les états d'hypersensibilité de type 3 peuvent être divisés en réactions systémiques et locales. Dans les formes systémiques, les complexes immuns solubles circulants se forment à distance du lieu où ils vont induire des lésions. Le prototype est la maladie sérique. Dans les formes locales, les complexes immuns insolubles sont formés localement au point de pénétration de l'antigène dans l'organisme. Ils sont principalement représentés par le phénomène d'Artus. Les réactions d'hypersensibilité de type 3, ils sont médiés par la formation de complexes immuns. Complexes immuns, c'est-à-dire anticorps qui vont se fixer sur son antigène, ils vont se déposer. De la formation, soit l'anticorps se fixe à son antigène, au niveau des vaisseaux, il va circuler puis se déposer. C'est une manifestation systémique. Soit c'est l'anticorps qui vient et se fixe sur son antigène. Au niveau de l'organe concerné, il va se déposer. Donc, soit c'est localisé, soit c'est systémique. Mais dans les deux cas, je dois avoir un dépôt in situ. Soit il se forme d'une façon éloignée et il vient, soit il se forme ici et il reste autochtone. Est-ce que c'est clair? Vous connaissez comment ça s'appelle? La lithiase vésiculaire. Vous avez eu? C'est ça en sérieux, l'ictère. Certains lithiases, on les appelle lithiases autochtones. Les lithiases autochtones, c'est quoi? C'est des lithiases qui se forment à partir de sels biliaires, mais qui se forment au niveau du cholédoque. Et qui y restent. Celles qui ne sont pas autochtones, elles viennent de la vésicule biliaire et elles migrent, et elles obstruent. D'accord? Très bien. Comment une lithiase peut obstruer le cholédoque? Oui, et alors? Il fait le même conduit. Oui? Non. La gravité. Vésicule biliaire et les voies hépatiques. Donc les deux voies hépatiques, les voies biliaires principales, la voie biliaire secondaire, ils se rencontrent au niveau du cholédoque. Le cholédoque va descendre, il va rencontrer le wirsung et les deux entrent dans l'ampoule de Vater. L'ampoule de Vater entre dans la papille majeure. Du D2. Pourquoi elle obstrue? Quand elle n'a pas obstrué en haut, comment elle peut obstruer en bas? Bravo, oui.
Le diamètre du cholédoque, il se rétrécit de haut en bas. Attention, en même temps, il sera. Donc c'est pour ça que les lithiases qui migrent, elles obstruent. Quand elle peut obstruer en haut, elle va donner une polycystite sans syndrome cholédocien. Qui va évoluer vers un syndrome cholédocien. Bref, vous regardez votre cours de sémiologie. Les états d'hypersensibilité. Donc ces réactions peuvent être observées au cours de maladies auto-immunes. Le lupus érythémateux disséminé, c'est faux. Le lupus érythémateux systémique, il faut changer. On l'appelle plus comme ça. On l'appelle lupus érythémateux systémique, pas lupus érythémateux disséminé. Il faut changer ça. Polyarthrite rhumatoïde et des maladies infectieuses. L'essentiel, j'ai des anticorps, que ce soit des auto-anticorps ou des anticorps anti-infectieux. L'essentiel, j'ai des anticorps qui vont se fixer sur leur antigène, soit in situ, soit au niveau d'un endroit éloigné. Ils vont venir, ils vont se déposer, ils vont induire une réaction immunitaire. C'est le complexe immunitaire, oui. Mais en cas de lupus, le complexe immunitaire, l'anticorps, c'est contre ADN. Oui. L'ADN n'est pas sous les après la destruction de la cellule qui va La physiopathologie du lupus érythémateux systémique. En fait, le lupus érythémateux systémique, il est dû à la persistance de corps apoptotiques. Dû à la persistance de corps apoptotiques. C'est-à-dire qu'un ailleurs, au cours de l'apoptose, l'apoptose c'est quoi? C'est la mort cellulaire programmée. J'ai une cellule, elle va induire des messages pour s'autodétruire parce qu'elle n'est plus apte à survivre, parce qu'elle n'est plus apte à vivre. Et la destruction cellulaire passe par la formation de corps apoptotiques, c'est-à-dire que la cellule, elle va commencer à se détruire en petits fragments. Des petits fragments cellulaires qui sont entourés par une membrane, qui ne sont pas des cellules. On est d'accord? Ces corps apoptotiques, ils sont censés être détruits, soit via le complément, soit par phagocytose. La persistance des corps apoptotiques, si j'ai une anomalie qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de destruction de ces corps apoptotiques. Ces corps apoptotiques vont rester. Les corps apoptotiques, c'est des fragments cellulaires. J'avais une cellule et elle va se fragmenter en des petits morceaux de cellules. Ces petits morceaux de cellules, sur leur membrane, ils vont exprimer des protéines intracellulaires. C'est-à-dire que c'est des parties de cellules qui vont se former. Les parties de ces cellules qui vont se former, elles vont exprimer des protéines qui étaient intracellulaires. Une protéine intracellulaire, elle n'est pas en contact avec le milieu extérieur. Elle n'est pas en contact avec le milieu plasmatique. Donc elle n'est pas en contact avec les anticorps. Le corps apoptotique, très bien, le corps apoptotique, il va exprimer ces protéines. En les exprimant, les anticorps vont les reconnaître. Ils ne les ont jamais vues. Donc ils vont exprimer une réaction immunitaire. La réaction immunitaire va faire en sorte qu'il y ait des anticorps. Les anticorps vont reconnaître des antigènes qui leur sont étrangers mais qui appartiennent au soi. Ces antigènes peuvent ressembler à d'autres protéines contenues dans l'organisme puisqu'ils appartiennent à mon soi, donc ils appartiennent au même dictionnaire, donc ils peuvent ressembler à ces antigènes qui sont exprimés au niveau extracellulaire. Les anticorps qui sont formés vont reconnaître d'autres antigènes qui sont exprimés, ils vont former des complexes humains et ils vont se déposer. Pourquoi? Parce que ces corps apoptotiques n'étaient pas censés s'exprimer, donc les antigènes qu'ils expriment n'étaient pas censés s'exprimer, donc les anticorps qu'ils ont formés n'étaient pas censés être formés, donc les antigènes qui sont attaqués par ces anticorps ne sont pas censés être attaqués. Je vais les attaquer, je vais créer des complexes humains, ces complexes humains vont se déposer, ils vont se déposer principalement au niveau rénal, je vais avoir des réactions inflammatoires et c'est ça le lupus érythémateux systémique. Il peut se manifester par des réactions inflammatoires au niveau cutané et c'est ça, c'est l'origine du mot. Voilà, lupus érythémateux systémique. Pourquoi ça s'appelle le lupus? Parce que le masque, l'érythème en aile de papillon qui s'exprime au niveau du visage ressemble au masque de loup. Lupus c'est loup en latin. تعرفوا les fêtes de déguisement. Voilà, c'est un masque qui ressemble à ça. Les femmes, en général, c'est des femmes d'âge jeune, trentaine d'années, qui expriment cette manière. Tu veux dire, ça ressemble à ça, c'est une lupus. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc,
Lupicérite hémato-systémique, voilà. Anomalie de l'apoptose, persistante au corps apoptotique, c'est ce qu'on a dit. Exprimons des antigènes nucléaires. Les antigènes nucléaires, parce que c'est la cellule qui est en train de se détruire, c'est la cellule qui est en train de lyser ses protéines, c'est la cellule qui va exprimer des protéines membranaires qui ne sont pas censées être exprimées. Dans le cas normal, dans le cas physiologique, ces corps apoptotiques sont censés être détruits avant de pouvoir réaliser une réaction immunitaire. Et là, il y a un problème qui fait en sorte que ces corps apoptotiques vont persister. La persistance des corps apoptotiques va induire une réaction immunitaire spécifique. Oui? Est-ce que c'est clair? Chut, je ne crois pas que c'est ça. Ah, je ne peux pas prendre la responsabilité de vous libérer. Mais tu as fait comme une motte, prends la responsabilité. Non. C'est tout le monde qui fait le train. Hi. Ma présentation au lymphocyte, des fragments nucléaires qui sont non exprimés auparavant, donc ils vont être considérés comme du non-soi, ils vont être attaqués. Réponse immunitaire, formation durable du complexe immun circulant, déposition dans les vaisseaux, il y aura une vascularite. Une vascularite, c'est-à-dire une inflammation des vaisseaux au niveau rénal, au niveau cutané, Hypersensibilité de type 4. Hypersensibilité de type 4. Ce sont des réactions immunes à médiation. Réaction cellulaire. Donc c'est évoluant en deux phases. La phase de sensibilisation qui est silencieuse. Et je vais vous interroger. Non, mais c'est juste la réponse, tu as vu. Oui. Déclenchement. Survenant dans, bon, la première phase est asymptomatique. La deuxième phase est symptomatique et elle survient 24 à 72 heures après le deuxième contact. On est d'accord? Très bien. Du même antigène. Les hypersensibilités 4 sont dirigées contre les antigènes solubles dérivés de pathogènes en multiplication intracellulaire de métaux d'antigènes du soi. Quand c'est des antigènes du soi, c'est des maladies auto-immunes. Très bien. Exemple, l'IDR à la tuberculine. L'intradermo-réaction à la tuberculine. Une IDR, bon, l'IDR à la tuberculine, c'est quoi? Je prends des antigènes de la tuberculose, des bacillocoques, je les injecte au niveau cutané et je mesure 72 heures après le périmètre de l'induration. Attention, je peux avoir une main qui devient toute rouge, avec une induration de 1 cm. La surface libre. Je peux avoir une induration sans érythème. Je peux avoir une rondeur d'érythème très importante sans induration. Il faut que je compte l'induration cutanée. Qui doit être supérieure, pour être considérée comme positive, elle doit être supérieure à... Non. Elle doit être supérieure à 10 en Algérie. L'Algérie est un pays endémique à la tuberculose. C'est un pays endémique à la tuberculose. Pour être considérée comme positive, elle doit être supérieure. Donc, quand la tuberculose est supérieure à 12, j'étais dans un service de pneumo où il y a des tuberculeux. Donc ça, quand la tuberculeux, elle peut être supérieure à 10. Donc elle doit être supérieure à 10 chez... Non, elle doit être supérieure à 10 chez l'adulte et supérieure à 15 chez l'enfant vacciné. Chez l'enfant vacciné, en Algérie. D'accord? Ce sont les normes algériennes. L'Algérie, ce sont des pionniers pour la tuberculose. D'accord? D'accord. Service de l'analosalib, c'est De l'com. En fait, quand il se réveille, on peut se dire comme ça. Ah, باش يعلمكم التخادرمو réaction, oui. Oui, vous allez voir ça un peu. La tuberculose, il n'y a que ça en Algérie, hein, donc... Et positif est habituellement le témoin d'une tuberculose infection latente ou d'une tuberculose maladie. Vous allez voir ça l'année prochaine, Inch'Allah. Mais d'autres mycobactéries atypiques, il faut savoir que ce n'est pas très représentatif, l'IDR à la tuberculine. Elle peut être positive sans tuberculose, elle peut être négative avec tuberculose. On l'utilise surtout pour le dépistage des membres qui sont en contact, surtout les enfants qui sont en contact avec les tuberculeux, et dans les tuberculoses extra-pulmonaires. Donc il faut savoir que le diagnostic d'une tuberculose, il est bactériologique ou histologique.
je dois avoir un DBK positif par ECBC, par examen cytobactériologique direct, ou bien par preuve histologique qu'on sait extra-pulmonaire. La preuve histologique, c'est quoi? C'est la présence? Non. Attention, on n'a pas été là. Quelle est la preuve histologique d'une infection tuberculeuse? Oui. C'est la présence d'un granulome ou d'un follicule épithélio-giganto-cellulaire centré par une nécrose caséeuse. Il faut dire tout ça. Attention. Follicule épithélio-giganto-cellulaire avec nécrose caséeuse. C'est la nécrose, parmi les granulomateuses, c'est la nécrose caséeuse qui est spécifique à la tuberculose. وقالوا لكم في الليفر تاعكم هذاك الليفر فير باللي le caséum est sécrété au niveau de la phase اللي وحف انا مكتوب في la phase aiguë le livre vert que vous ne devez pas suivre. حتى قالوا aiguë الفوق قالوا aiguë ما قالوا subaiguë. Bravo, donc là qui est une vision مليح. La tuberculose. C'est au niveau de la phase subaiguë ou la chronique que j'ai de la nécrose. Parce qu'il faut savoir que la physiopathologie de la tuberculose, j'ai des bacilles de Koch qui vont se multiplier et constituer un champ d'inoculation au niveau pulmonaire. Ils vont ensuite intégrer les macrophages et les PNN. Ils vont inhiber la capacité oxydative des macrophages. Ils vont se multiplier à l'intérieur des macrophages. Et ensuite, le macrophage va, après plusieurs jours, il va développer la capacité de détruire les BK pour qu'il y ait de la nécrose caséeuse. Attention, pas au niveau de la phase aiguë, subaiguë ou la chronique. Voilà. Donc, l'idéal à la tuberculine, si j'injecte et j'ai une réaction positive, c'est-à-dire que ce patient, il a été en contact avec la tuberculose. Voilà. Ensemble, on mange des pommes. Les tuberculeux ont camel. Un contact court avec un tuberculeux ne suffit pas. On parle de promiscuité. C'est-à-dire que les personnes à risque sont les personnes qui vivent sous le même toit, dans le même bureau ou dans la même classe avec un tuberculeux. Il faut qu'il y ait un contact répété. Il faut qu'il y ait la transmission directe via les gouttelettes de flood. لازم يسأل عليك bien. نفسها تجيك la tuberculose. Mécanisme. Bon, le mécanisme de le court terme, comment ça a sauté? Le mécanisme physiopathologique qui montre comme il dit, les bacilles de Koch, elles entrent au niveau pulmonaire, elles constituent un champ d'inoculation, et les macrophages, ils vont les phagocyter sans pouvoir les détruire. Les macrophages vont les transporter via la voie lymphatique, vers les ganglions, et j'aurai une tuberculose ganglionnaire. Je peux avoir une tuberculose pleurale, comme je peux avoir une tuberculose partout, puisqu'ils vont circuler à l'intérieur des macrophages, les vaisseaux lymphatiques, puis rejoindre la circulation sanguine. Je peux avoir une tuberculose pulmonaire, pleurale, ganglionnaire, rénale, osseuse, etc., etc. Intestinale, diagnostic différentiel avec une maladie de Crohn. Voilà. Je peux avoir ça au niveau du rachis. Au niveau mal de pote, très bien. Le vaccin ne protège pas contre la tuberculose, ni pulmonaire, ni extrapulmonaire. Il protège contre pas les complications. Il protège contre les formes graves de la tuberculose, c'est-à-dire la miliaire tuberculeuse, la miliaire méningée. D'accord, c'est les formes graves. Oui. Il fait quoi? Il prend le traitement, tout simplement. Traitement antituberculeux. Il va en service de pneuro, on va l'orienter vers le SCTMR, le service de contrôle de tuberculose et des maladies inspiratoires le plus proche de son quartier, et on va lui instaurer un traitement antituberculeux. La tuberculose est une maladie bénigne, d'accord, elle se traite, mais elle doit être bien suivie et bien traitée. D'accord. Et les tuberculoses extrapulmonaires ne sont pas contagieuses. Quand elles ne sont pas contagieuses. نديرولناش كيما حنا دخلنا للسيرفيس الاس تي ام ار ناضوا لي ستوديون يديروا في لي بافيت وميتين بالخلعه ما حتى لاسيستون لا ميتر اسيستون قالت لنا سي فو ميتي دي بافيت vous n'avez rien compris. Donc mais bon, la théorie et la pratique ce n'est pas toujours la même chose. Donc au niveau des différents types de réactions auto-immunes, à part le type 4, on a vu que les anticorps
auto-immuns ou les auto-anticorps ont un rôle très important dans les réactions d'hypersensibilité. On a vu ça au niveau des anémies hémolytiques. On n'a pas vu les anémies hémolytiques, mais je peux avoir une anémie hémolytique auto-immune. C'est-à-dire que je peux avoir des anticorps qui sont destinés contre mes globules rouges. Anticorps qui va se fixer sur le globule rouge, qui va activer le complément, qui va activer le complexe d'attaque membranaire et qui va détruire la cellule. Bon, quand le purpura thrombopénique idiopathique. Le purpura thrombopénique, c'est quoi? C'est des auto-anticorps qui sont dirigés contre les plaquettes, pas contre les globules rouges. D'ailleurs, on l'appelle plus idiopathique, on l'appelle auto-humain. On l'appelle auto-humain. En fait, en hémato, on nous avait dit que si il est auto-humain, oui, je suis d'accord. Idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore la cause. Maintenant, on connaît la cause, il est auto-humain. Donc, on peut dire qu'il est auto-humain. La maladie de Basedow, on a expliqué. La myasthénie, on a expliqué. Toutes ces pathologies impliquent des... Qu'est-ce qu'elles impliquent? Des auto-anticorps. Le lupus érythémateux systémique, le pemphingoïde ou la maladie de Gout-Passion. On a tout vu. Vous voyez que vous êtes sortis avec un grand nombre de pathologies et vous avez compris leur physiopathie. C'est bien. Ailleurs. L'hypersensibilité de type 1 fait intervenir essentiellement dans son mécanisme. Complément, lymphocytes cytotoxiques, anticorps, facilitant les NK, les IgE. Quelle réponse? Les anticorps facilitants, c'est quoi? Ce sont des... Très bien, ce sont des anticorps qui vont réaliser la fonction d'opsonisation, c'est-à-dire qu'ils vont faciliter la phagocytose. Ailleurs, réponse? E. Ah, c'est facile. Parmi les substances suivantes, le médiateur libéré lors de la dégranulation des basophiles est... C'est la réponse? Très bien. L'hypersensibilité de contact nécessite... Bon, l'hypersensibilité de contact, c'est quel hypersensibilité? Type 4. Donc, elle implique quoi? Bon, on va...